nós aproveitamos a visita do presidente da França, François Mitterrand, e fomos a Brasília encontrá-lo. Ele nos recebeu na Granja do Torto e, vale dizer, com exclusividade, pois essa foi a única entrevista que ele concedeu enquanto esteve aqui no Brasil. Neste programa, você vai conhecer as ideias e a vida de um homem que é um dos principais chefes de Estado do mundo moderno. França, o país da liberdade. Na história das revoluções sociais, foi a Revolução Francesa, em 1789, que marcou o espírito libertário da humanidade. A França acolhe todos os perseguidos pelos regimes autoritários, sejam da direita ou da esquerda. Foi na França, por exemplo, que milhares de brasileiros se asilaram quando o regime autoritário instalado em 64 acabou com a liberdade de pensamento em nosso país. Na semana passada, nós recebemos a visita do presidente François Mitterrand, símbolo do novo regime francês, socialista e democrático. A história de Mitterrand se confunde com a história recente da França. Durante a Segunda Guerra, ele foi preso quando combatia a Alemanha nazista. Conseguiu fugir e se tornou um dos principais chefes da resistência francesa. No final da guerra, Mitterrand, aos 27 anos, participa do primeiro Conselho de Governo da França Livre, comandado pelo general de Gaulle. O mesmo de Gaulle que Mitterrand reencontraria em 65 como seu oponente nas eleições presidenciais. Derrotado, Mitterrand continua a luta política. Disputa novamente a presidência em 74, desta vez contra Giscard d'Estaing. É finalmente eleito presidente em 81. Ao som da 9ª Sinfonia de Beethoven, o povo francês saiu às ruas para saudar os ventos da mudança. Um novo tempo de transformações e mais justiça social, simbolizado pela rosa vermelha do socialismo. A França profunda, assim os franceses chamam o interior do país. E foi nesta França profunda, entre o perfume dos campos e das flores, que o presidente François Mitterrand passou os primeiros anos de sua vida. Ma famille est originaire de province, l'une du centre même de la France, le Berry, l'autre, mon père, le Berry, ma mère, la Saintonge,
c'est-à-dire encore une région du centre, mais à l'ouest, c'est-à-dire dans une région maritime. Les deux familles étaient de la petite bourgeoisie. En Saintonge, une famille très nombreuse, c'est là que j'ai passé mon enfance, donc je me sens plus proche de celle-là. Je suis formé par des paysages, les parfums, les odeurs, l'air que j'ai respiré. Bon, cette famille était surtout tournée vers quoi? Des marchands de bois, des architectes, bon. Et du côté également le négoce du cognac, avec des racines pas tellement anciennes dans la paysannerie. La famille de mon père, dans le Berry, était une famille plus fortement bourgeoise, plus ancienne, qui remonte à travers les siècles jusqu'au XVe, autant qu'on puisse naturellement en trouver la trace. Et je restais toujours dans le même endroit, dans la même province, avec des fortes traditions, et davantage des gens qui étaient dans le service public, au service de l'État, ou des collectivités. Mais j'ai assez peu connu, sauf naturellement mon père, j'ai assez peu connu cette branche familiale, et je n'ai donc pas été formé par sa façon d'être. A vida rural marcou profundamente a personalidade do presidente francês. Presidente, eu sei que o senhor é um homem muito ligado à natureza. O senhor gosta muito do interior, do campo. Que influência teve a cidade pequena na sua formação? Vous savez, cette région dont je vous parle, la Saintonge, je ne sais pas très bien si vos auditeurs la fixeront exactement. Disons que son débouché va vers La Rochelle ou Rochefort, qui sont des ports. Et l'arrière-pays, c'est Angoulême. Enfin, Angoulême n'est pas la Saintonge, c'est l'Angoumois, mais la région entre Saintes et Angoulême, c'est surtout la campagne, c'est-à-dire que c'est un pays rural. Il y a une ville particulière qui est une ville de négoce, Cognac. Je suis né à 13 km de Cognac. Mais tout le reste, ce sont des bois, des champs, des vignes. Moi, je suis né un peu entre deux rangs de vignes. Et tout autour de moi, c'était les mœurs paysannes, les mœurs rurales, allant depuis le riche propriétaire, mais bien enraciné dans sa terre, jusqu'à l'ouvrier agricole, ou tous ces petits métiers qui font le monde rural. Le maréchal ferrant, celui qui ferre les chevaux, le bourrelier, celui qui s'occupe des selles de cuir, le charron, celui qui s'occupe des voitures à cheval, le mécanicien lorsqu'il y avait des voitures. Ce pays-là où j'ai vécu longtemps, surtout chez mes grands-parents, car nous étions 8 frères et sœurs, et les grands-parents et les parents se partageaient un peu la famille. C'est une maison en pleine campagne, pas de village proche. Et quand j'ai passé mon enfance, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante. Nous n'avions pas d'automobile. C'est-à-dire que nous vivions beaucoup sur nous-mêmes. Bon, alors nous vivions avec quoi? Avec les saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, puis ça recommençait chaque année. C'était quand même jamais la même chose. Et puis avec la terre, et l'eau, le soleil, le ciel. Je veux dire, un contact extrêmement enrichissant pour moi que je n'ai pas fini d'épuiser. No próximo segmento, o presidente Mitterrand nos fala de sua atuação na Segunda Guerra e na resistência francesa. Dis, m'en veux surtout
Paris. Esta cidade linda e sedutora atrai não apenas os estrangeiros de todo o mundo, mas principalmente os franceses do interior. Rica em universidades, centro irradiador da cultura europeia, foi lá que o jovem François Mitterrand fez os seus estudos superiores. Ainda muito jovem, o senhor foi para Paris e lá o senhor estudou Direito e Letras. Nesta época, o senhor já pensava na política? Non, non, pas précisément. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire, d'une certaine manière à un certain nombre de grands hommes politiques qui ont marqué l'histoire de France ou du monde, mais je ne me sentais pas une vocation particulière pour m'occuper de politique, je n'y pensais pas. J'étais étudiant à Paris, pas tout à fait 18 ans. Je me suis intéressé tout de suite, non pas au droit, je fais des études de droit, mais au début le droit ne m'intéressait pas, c'est un peu plus tard que je me suis senti devenir un légiste. Mais au point de départ, je m'intéressais à la littérature, puis simplement à me promener dans Paris, quoi, à voir comment c'était. C'était un monde nouveau pour moi. À quoi je me destinais? J'avais plutôt vaguement l'envie de devenir professeur de droit public international, lorsque, bien entendu, j'ai atteint les études vraiment supérieures. Mais je poussais aussi vers les lettres, je ne savais pas exactement. Et l'un de mes objectifs, c'était de ne pas avoir à choisir. J'avais envie de rester disponible longtemps. Paris é mais do que um grande centro cultural. Para lá também foram em épocas diversas teóricos de todas as ideologias e os grandes artistas deste século, como o pintor Max Chagall, por exemplo. Chagall, desiludido com os rumos da Revolução Russa, escolhe a França para viver. J'aime la France, je suis français de nature, j'aime beaucoup la France parce que c'est un pays, regardez tout ça, c'est incroyable. Si je ne serais pas en France, je ne serais pas ce que je suis. E o que parecia impossível aconteceu. A linha Maginot, considerada inexpugnável pelo alto comando militar francês, foi facilmente ultrapassada pelos alemães. Os franceses, atacados por terra e pelo ar, se renderam às forças invasoras, e Paris assistiu humilhada o desfile das tropas nazistas sob o Arco do Triunfo. Grande parte da população, em estado de perplexidade, abandonou Paris aos nazistas e, de qualquer maneira, procuraram refúgio no interior do país. Presidente, ainda muito jovem, o senhor foi convocado para a guerra. Como é que o senhor recebeu esta convocação? J'avais 20 ans, 21 ans, et je me suis trouvé... Je faisais mon service militaire au moment où la guerre éclatait, donc j'étais le soldat du premier jour et de première ligne de la guerre. Et quand on vivait, comme en France, dans le souvenir, la génération précédente, de la guerre de 1914-1918, qui avait fait tant de morts, tant de désastres dans toutes nos familles, quand mon père a vu partir ses 4 fils et ses 4 gendres, il devait se demander combien reviendraient. Plusieurs ne sont pas revenus, mais les 4 frères sont revenus vivants. Mais j'ai été mêlé tout de suite à la vie des camps, à celle des tranchées. On faisait des tranchées, on faisait tout comme si on imitait la guerre d'avant, qui avait 20 ans déjà dans le passé. Bon, j'ai connu ce qu'on appelait la drôle de guerre, c'est-à-dire une guerre où il ne se passait pas grand-chose. Tout de même, pour nous qui étions en première ligne, il y avait quelques escarmouches. C'est pas dramatique, mais enfin, c'était déjà un autre monde. Et puis à partir du mois de mai 1940, alors c'était le grand déclenchement, j'ai appris quand même ce que c'était que la mort, la vue de la mort, des armées en bataille, en déroute, les avions qui piquent
sur les routes pour mitrailler, les chars, toute la description de la guerre. C'est dans un hôpital, d'ailleurs on ne me soignait pas, c'était le désordre général, que j'ai été fait prisonnier, c'est-à-dire que les Allemands se sont emparés de la ville où j'étais. Et à ce moment-là, j'ai vécu la vie des camps. D'abord, j'étais un peu dans les hôpitaux parce que j'avais une blessure assez sérieuse, puis les camps. Alors là, c'était une expérience de vie fondamentale. J'ai vécu dans des commandos et des camps où avec, quand c'était un camp, 35 000 hommes. Au début, c'était la grande misère, mais la faim. Les Allemands mettaient quelques bassines de soupe, de rutabaga ou d'orge, et il fallait se les partager. Il y avait des morts, quelquefois. Et puis, peu à peu, cette société s'est organisée. Elle avait vécu sur le règne de la force et est devenue une société fondée sur la justice. Une sorte de phalanstère étrange où les prisonniers entre eux s'étaient organisés d'une façon intelligente, équilibrée, qui ne correspondait en rien aux normes de la vie civile habituelle que nous avions connue. Les valeurs n'étaient plus les mêmes. Les valeurs étaient les mêmes, mais elles ne correspondaient plus à l'échelle sociale. Tout était à travers un prisme. Pour moi, ça a été ma première expérience de vie véritable. Enfin, je garde un très fort souvenir de mon enfance et de ma jeunesse, mais c'était une culture individuelle, familiale. Et je n'avais pas eu de relation avec le monde, les hommes, avec les autres, avec les travailleurs, les manuels. Là, je l'ai eu, et j'en ai tiré, je crois, une très forte expérience. Enquanto uma parte da população francesa colaborava com os alemães, a luta subterrânea pela liberdade congregava todo o país. Operários, intelectuais, camponeses, estudantes e políticos de todas as tendências. Era a resistência. Nessa luta, muitos franceses morreram, inclusive pela tortura. Aprisionando as tropas nazistas num círculo de sabotagem e medo, os resistentes desmoralizaram os invasores. E nas vésperas da rendição nazista, o ódio represado explodiu, destruindo os símbolos da ocupação, que humilhara a França por quase 5 anos. Durante a guerra, o senhor participou ativamente da resistência francesa. O senhor poderia nos contar como foi este movimento? Oh, un rôle très important. Vous savez, je me suis évadé d'Allemagne avec succès après avoir échoué 2 fois en décembre 1941, donc j'ai été 18 mois prisonnier. J'ai eu tout de suite une relation avec le début de la résistance française, alors en France. Et j'ai eu aussi également tout de suite contact avec Londres, par une série de hasards dont je ferai l'économie, des gens que j'ai connus, quoi. Moi, j'étais naturellement un hors-la-loi, puisque j'étais évadé. Et donc, je pouvais être repris à tout moment. J'étais contraint de vivre avec une fausse identité, un faux état civil. J'étais, par nécessité, par besoin, quelqu'un qui était en dehors des structures sociales. Donc, tout naturellement porté à rencontrer, à fréquenter des gens qui se trouvaient dans mon cas. Et c'est comme ça que j'ai connu la résistance, qui ne s'appelait pas encore la résistance. Elle n'avait pas de nom. Bon, puis j'ai créé un groupe qui était assez important. Au mois de novembre 1943, j'ai été appelé à me rendre en Angleterre et en Algérie, où j'ai rencontré le général de Gaulle. Je suis parti au mois de novembre et je suis revenu en France pendant la guerre, donc en février 1944. Monsieur le Président. Enfin, je suis parti
en avion d'abord, un petit avion qui est venu me chercher une nuit, et je suis revenu à travers la Manche sur un petit bateau. A seguir, o encontro com de Gaulle e o desarmamento mundial. No final de agosto de 44, os franceses saíram às ruas para aplaudir as tropas do general Leclerc, o primeiro a chegar a Paris. A França voltava a ser a França. Logo depois, o presidente da França Livre, general Charles de Gaulle, entrava triunfante na capital. Presidente, num dos seus livros, o senhor conta o seu primeiro encontro com o general de Gaulle. E foi um encontro muito interessante. O senhor poderia nos contar como foi? Non, non. Non, le général de Gaulle était le chef de la France libre et il avait un gouvernement ou un comité de libération nationale. Et moi, j'étais un modeste voyageur. J'ai été appelé là, j'y suis venu. Ensuite, on m'a renvoyé en France occupée. Le général de Gaulle m'a convié à le rencontrer dans les premiers jours de décembre 1943 à Alger. C'est comme ça que je l'ai rencontré pour la première fois. Il avait un certain nombre d'instructions à donner en vue de mon retour en France et nous n'avons pas eu une relation très facile parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il me disait. Alors, je lui ai dit et il n'appréciait pas énormément. Bon, donc, je suis resté quoi 1 heure avec lui. Je reconnaissais toutes ses qualités, ses grands mérites, naturellement. Puisqu'il avait, à mes yeux, un très grand prestige. Mais enfin, je n'avais pas trouvé que ces instructions correspondaient à ce que moi je pensais de la résistance française intérieure, à laquelle j'appartenais. Alors, mais ça n'a pas empêché que, quelque temps après mon retour en France, je suis revenu le 26 février 1944, et au mois de mars, le général de Gaulle a créé ce qu'on a appelé une sorte de gouvernement provisoire, enfin peu importe le droit public. 15 hommes ont été chargés par lui d'assurer la légalité à Paris le jour où, et ce jour est arrivé au mois d'août, le 19 août je crois, le jour où les Allemands quitteraient Paris, où on entrerait dans une période de désordre avec le pouvoir à la disposition de qui le prendrait, des tentatives de toutes sortes. Le général de Gaulle avait pris la précaution d'avoir un petit groupe correspondant de son comité de libération d'Alger. Lui-même ne savait pas quand il pourrait revenir. Et nous avons donc été chargés de cette mission, en même temps que d'occuper militairement les points principaux de Paris. Et moi, le général de Gaulle m'a désigné, ce qui prouve que notre entretien n'avait pas été si désastreux. Il m'a désigné parmi ces 15 personnes et j'étais chargé tout à fait de fonctions hétéroclites. J'étais chargé des prisonniers de guerre. Il y avait 1,5 million de prisonniers de guerre en Allemagne, des déportés. C'était ceux qui ont le plus souffert de la guerre, d'une façon atroce. Et puis les réfugiés. Il y avait des millions de réfugiés qui couraient partout sur les routes de la France, qui avaient perdu leur maison. Bref, tous les Français qui se trouvaient en dehors de la communauté, et de la communauté nationale. Donc j'ai eu à m'en occuper, j'ai occupé en même temps les locaux, c'est-à-dire que revolver à la main, comme ça se fait dans ces cas-là, je suis venu prendre la place de ceux qui s'y trouvaient, qui représentaient l'autre régime de Vichy. Presidente, naquele momento, o senhor muito jovem, poderia imaginar que dia iria disputar as eleições presidenciais francesas justamente com o general de Gaulle? Oh non, 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 je n'avais pas de pressentiment de ce genre. Qu'est-ce que j'avais? C'était en 1943. J'avais donc 27 ans, quoi. Je venais d'avoir 27 ans. Non, j'étais pas dans la tête perdue, d'ambition, pas du tout, je ne pensais pas à cela, non.
j'avais naturellement en moi une volonté, j'avais des opinions, je tenais à les faire prévaloir. Et cela m'a conduit soit à dire oui, soit à dire non à travers ma vie. Et non, je n'ai pas pensé qu'un jour je serais candidat à la présidence de la République, et, en particulier contre le général. Uma vez entrevistando o presidente Tancredo Neves, eu lhe perguntei sobre o destino na política. E citando Napoleão, ele me dizia que política é destino. O senhor concorda com ele? C'est le destin d'un pays, et quand on se sent porté à épouser les intérêts de ce pays, et que les chiens capables de le servir, oui, on s'engage dans la politique. Nunca esquecendo o que significa o horror da guerra, o presidente Mitterrand acompanha atento as manifestações que unem em todo o mundo as possíveis vítimas de uma guerra nuclear, na qual a França fatalmente estaria envolvida. Há poucos dias, o presidente francês chegou a demitir o seu ministro da Defesa, responsabilizado no episódio do afundamento do Greenpeace, um barco de ecologistas que protestava contra as experiências nucleares francesas. Este foi, sem dúvida, o maior escândalo político do seu governo. Por outro lado, no recente encontro que manteve com o líder soviético Mikhail Gorbachev, François Mitterrand recusou-se a tratar a questão da limitação de armamento nuclear em separado com os soviéticos. Agora ele nos conta como foi este encontro. C'est ce que vous voulez dire, mais la guerre, nous, en Europe, on a vécu dans ce climat. Une guerre de 4 ans, entre 14 et 18, 1,5 million de morts français, plusieurs générations fauchées. Et nous en souffrons encore. C'était une hémorragie terrible, une hémorragie de sang, mais une hémorragie de valeur aussi. Puis 20 ans après, il faut recommencer avec ce drame terrible de nazisme, de dictature sanglante partout autour de nous en Europe. Enfin, on a vécu dans cette ambiance, dans ce climat, forcément très marqué. Et quand on a vécu ça, on souhaite trouver les moyens de la paix. Mais rechercher la paix ne veut pas dire pour un pays, en tout cas comme la France, qui se trouve assez exposé, qu'il faille renoncer aux moyens de sa sécurité. Et donc nous avons une armée, nous avons une défense, nous avons un type de défense, une stratégie qui s'appelle la stratégie de dissuasion nucléaire, parce que nous sommes un des 5 pays à détenir l'arme atomique. On me dirait, est-ce que vous vouliez renoncer? Si les autres y renoncent, je dis tout de suite. Pour nous, ce n'est qu'une arme défensive, dissuasive. Nous avons quoi 150 charges nucléaires. Les Russes et les Américains en ont chacun 10 000. Pas de comparaison, mais c'est suffisant pour notre défense. Donc on n'en demande pas plus. Et même si on nous demande de désarmer, à compter du moment où le désarmement des autres aurait pris des proportions beaucoup plus considérables, en raison de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de l'état de leur force, la France est tout de suite prête, naturellement. Pourquoi je n'ai pas accepté la négociation directe avec M. Gorbatchev pour le désarmement? Il s'agissait strictement de ce qu'on appelle les forces intermédiaires nucléaires, c'est-à-dire celles qui, on pourrait dire, enfin pour être clair, les SS-20 soviétiques, qui sont des fusées qui peuvent aller à 4000 km environ, qui ont une précision d'environ 300 mètres. Si bien qu'en un quart d'heure, l'Union soviétique pourrait détruire la totalité des dispositifs militaires du nord de la Norvège au sud de l'Italie. Bon. Mais nos forces à nous ne sont pas des forces intermédiaires comme ça. Ce sont des forces qui sont sur les sous-marins. Ce sont des forces stratégiques qui circulent à travers les océans, partout autour de la planète, et qui représente une force qui peut être comparée qu'aux forces stratégiques soviétiques et américaines. Donc, on parle de choses qui ne sont pas comparables. J'ajoute que, quoi que cela ait
le désir de M. Gorbatchev, d'une part, de réduire les armements stratégiques de 50%, et c'est très intéressant. Bien entendu, il pose une clause à cette concession. C'est la clause que les Américains ne feront pas d'armement spatial, ne feront pas la guerre des étoiles. La discussion reste entière. M. Reagan et Gorbatchev auront l'occasion d'en parler dans quelque temps à Genève. Mais la France n'a pas l'intention de s'engager dans une négociation séparée. Limiter un objet bien précis, les armes intermédiaires, alors que nous n'en avons pas pratiquement. Donc, j'ai été conduit à dire poliment et fermement à M. Gorbatchev que cette négociation n'avait pas d'intérêt. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, d'une façon que je crois positive. No próximo bloco, o presidente Mitterrand fala das realizações do governo socialista. Em 4 anos e meio de governo, o presidente François Mitterrand empreendeu uma série de reformas profundas no país, pagando inclusive o preço da impopularidade que, num primeiro momento, as reformas sociais provocam. Essas mudanças beneficiaram principalmente os trabalhadores. A inflação caiu, mas o desemprego ainda não foi controlado. Agora, o presidente nos fala sobre as mudanças ocorridas na França socialista. C'est une action politique qui a déjà réformé en profondeur la France, comme on ne l'avait pas fait depuis, sans doute depuis le Premier Empire. Nous avons fait une politique sociale importante, à la fois par un certain nombre de mesures de circonstances, par d'autres mesures plus profondes, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, mais aussi par des mesures touchant aux droits des travailleurs dans l'entreprise, sur la discussion, sur leur information, sur leur droit de donner leur avis sur la gestion de l'entreprise. Nous avons modifié les structures en décentralisant, c'est-à-dire en allant à contre-courant de ce qui s'est fait depuis plusieurs siècles en France, où Paris, l'administration centrale domine tout. Nous avons décentralisé vers les régions et vers les départements. C'est une disposition d'une importance capitale. Nous avons touché à un certain nombre de problèmes de société en abolissant la peine de mort, en supprimant tous les tribunaux d'exception, y compris les tribunaux militaires. Nous avons modifié beaucoup de choses. Nous sommes en train de modifier le code pénal. Nous avons fait une politique touchant à l'égalité de la femme. Les salaires de la femme doivent être égaux à ceux de l'homme. La promotion des femmes dans les entreprises privées et publiques, le droit de l'enfant. Enfin, nous avons vraiment attaqué des problèmes fondamentaux qui touchent à la société. Économiquement, nous avons assuré une gestion saine, puisque j'ai reçu une inflation à 15% par an, 14% par an, et que nous sommes en train de la réduire cette année à 5%. J'ai reçu un déficit extérieur commercial de 62 milliards. Nous avons fait tomber au-dessous de 20 milliards et nous avons réalisé l'équilibre de la balance des paiements. Le franc est une monnaie saine. Bon, je veux dire, on a géré de façon très correcte au point de vue économique. Et puis nous avons engagé une politique extérieure d'une certaine ampleur. Donc je crois vraiment que le gouvernement socialiste a modifié considérablement ce qu'on pourrait appeler les données de la société française. Sur les quais du Vieux Paris. Há muitos séculos que a França influencia a história do pensamento político e social da humanidade. Ao mesmo tempo, a sua influência cultural, na moda e nos costumes, espalhou-se por todo o mundo. Com a ascensão do governo socialista de François Mitterrand, muitos temeram que esta imagem de sofisticação e liberdade fosse afetada. No entanto, a França socialista continua a exportar cultura e a influenciar com suas ideias outros países da Europa. É o que o presidente francês nos conta agora.
Presidente, o senhor acha que a França pode exportar esta ideia do socialismo com liberdade para a América Latina e principalmente para o Brasil? Déjà été, je ne dirais pas exporté, le terme serait bien ambitieux, mais disons que la victoire socialiste en France a été suivie tout aussitôt de la victoire des socialistes grecs, de la victoire des socialistes espagnols, de la victoire des socialistes portugais, et non pas de la victoire des socialistes italiens, mais tout de même par la constitution d'un gouvernement à direction socialiste en Italie. C'est-à-dire que toute l'Europe du Sud a basculé du côté dont nous avions donné le signal, nous, en France. Bon, alors ça c'est déjà une certaine communauté de vues avec beaucoup de peuples d'Europe. Il y a aussi d'autres pays socialistes, type Suède, d'autres, enfin, Autriche. Bref, nous existons en Europe. Par rapport à des pays comme les vôtres, qui sont quand même beaucoup plus éloignés de nous, le problème est différent, mais j'ai relevé que dans beaucoup de milieux politiques et surtout les milieux intellectuels, il y avait un intérêt passionné pour ce que nous faisions en France. Cela me fait plaisir, et si cela peut contribuer au rayonnement intellectuel de la France dans le monde, et je le crois, ce que nous y faisons avec ce gouvernement socialiste durera longtemps, longtemps après nous. Ce sera une référence. C'est la loi de l'alternance en France. Je ne sais pas quand les partis conservateurs nous succéderont. Ça arrivera bien un jour. C'est la loi de la démocratie. Mais nous avons permis l'alternance, c'est-à-dire que les socialistes reviendront eux aussi. Ce ne sera plus comme avant, où les socialistes n'étaient là que... Quoi, ils étaient là 3 fois en un siècle. Ce sera beaucoup plus, une présence beaucoup plus constante et reconnue par le peuple. On m'accuse d'avoir été coupable de conspiration. Eh bien, je le reconnais. J'ai été coupable de conspiration. Dans le secret de mon cœur, seul, avec moi-même, j'ai conspiré. J'ai conspiré pour la paix, pour l'amnistie, pour le respect des lois, pour la tranquillité publique. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Ces erreurs? Oui, oui, parce qu'il paraît que ce sont des erreurs, je les reconnais. Et même, je les revendique. Mais celle-là, seulement celle-là. Há quase 2 séculos, a Revolução Francesa de 1789, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, marcou a história política da humanidade. E hoje, vivendo plenamente uma experiência socialista original, o povo francês continua lutando por esses ideais, respeitando todas as correntes de pensamento e praticando sem traumas a alternância do poder. A França permanece como inspiração para todos aqueles que acreditam na democracia e na liberdade. Ensemble, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de véritable socialisme. Le socialisme, c'est une forme supérieure de la liberté, dans l'esprit naturellement. Il y a une certaine confusion sur les mots, parce que le socialisme a ses origines au milieu du XIXe siècle, et il a pris des formes très différentes. Depuis le marxisme, le léninisme en Union soviétique et dans quelques autres pays, la social-démocratie dans les pays scandinaves, le socialisme coopératif, selon la vieille tradition d'Owen en Grande-Bretagne, le socialisme, bon, toute une série de familles, mais celle à laquelle nous tenons, celle sur laquelle nous avons nous-mêmes bâti une théorie,
c'est que le socialisme ne peut qu'être un régime de liberté, ou bien il ne peut plus être socialiste. Un régime de liberté sera d'autant plus libre qu'il sera socialiste dans la mesure où des libertés, c'est pas simplement le droit, c'est le droit d'aller, de venir, de penser, de parler, de s'exprimer, d'écrire. Bon. Mais c'est aussi une série de droits collectifs qui doivent permettre eh bien, aux couches sociales les plus démunies, les plus abandonnées, ou qui ont été les moins servies par la société industrielle, de connaître les promotions, d'être, de pas simplement avoir des droits théoriques, d'avoir des droits pratiques, d'être libre pratiquement. Donc d'être des gens reconnus dans leur entreprise, dans la société. Et je ne vois vraiment pas qui d'autre que des gens de progrès peuvent reconnaître ces droits-là. Par les paysages, les parfums, les odeurs, l'air que j'ai respiré. Et puis à partir du mois de mai 1940, alors c'était le grand déclenchement, j'ai appris quand même ce que c'était que la mort, la vue de la mort, des armées en bataille, en déroute, les avions qui piquent sur les routes pour mitrailler, les chars, toute la description de la guerre. Ensemble, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de véritable socialisme. Le socialisme, c'est une forme supérieure de la liberté, dans l'esprit naturellement.